Le train de 16h50 par Agatha Christie. Partie 4 du livre audio, chapitre 14, 1. Dès son arrivée à Paris, Dermot Cradock rendit visite à l'inspecteur principal Dessein. Les deux policiers s'étaient déjà rencontrés à diverses reprises et éprouvaient l'un pour l'autre une grande sympathie. Du fait que Cradock s'exprimait assez couramment en français, la conversation se déroula dans cette langue. « Évidemment, ce n'est qu'une impression, » souligna Dessein. « Voici une photo du corps de ballet dont je vous ai parlé. Regardez la 4e danseuse à gauche. Vous dit-elle quelque chose ?» Son interlocuteur fit un geste évasif. Une femme qui a été étranglée ne s'identifie pas facilement quand elle figure, vivante, dans un groupe dont tous les membres sont outrageusement fardés et portent des coiffures sensationnelles. Cette danseuse pourrait être la personne en question, répondit cependant Cradock, après un nouvel examen. Je ne saurais m'engager davantage. Mais qui est-elle, et que savez-vous à son sujet? Peu de choses. Il ne s'agit pas d'une vedette, voyez-vous, et le ballet Mariinsky n'est guère connu. Il se produit dans les théâtres de second ordre et fait de vagues tournées à l'étranger. Aucune étoile susceptible d'attirer les snobs. Mais je vais vous conduire auprès de la directrice, Madame Joliette. Une femme d'affaires efficiente, cette Madame Joliette, avec son regard astucieux, l'ombre d'une moustache et un embonpoint impressionnant. « J'aime pas la police !» s'écria-t-elle sans chercher à dissimuler son mépris. « Elle ne manque jamais de me créer des ennuis. »« Allons, madame, soyez calme !» répondit Dessein, dont la maigreur contrastait avec l'ampleur de la dame. « Mais vous ai-je créé des ennuis ?»« Ne serait-ce qu'à propos de cette petite folle qui a voulu s'empoisonner parce qu'elle était tombée amoureuse d'un chef d'orchestre qui ne s'intéressait guère aux femmes. Et pour cause. Quel brouhaha avec votre enquête. Quel scandale pour mon ballet. Ne vous plaignez pas. Ce fut un stimulant de premier ordre pour les recettes. Et il y a déjà 3 ans de cela. Mais parlons plutôt d'Anna Stravinska. De quoi s'agit-il exactement? Demanda prudemment Madame Joliette. Est-elle russe? Nullement. Ah, le nom. Vous ne savez donc pas encore qu'elles adorent toutes porter un nom slave. Anna n'avait guère de talent et elle n'était pas particulièrement belle. Passable, physiquement, c'est tout. Juste assez bonne pour les ensembles. De nationalité française? Sans doute. Elle avait un passeport en règle, mais elle m'a parlé un jour d'un mari anglais. Un mari anglais, dites-vous? Vivant ou mort? Madame Joliette haussa les épaules. Comment le saurais-je? Avec ces filles, il y a toujours des complications avec les hommes. Quand avez-vous vu Stravinska pour la dernière fois? J'ai fait une tournée en Angleterre pendant 6 semaines. Nous avons joué à Torquay, Bournemouth, Eastbourne, dans plusieurs autres villes dont les noms m'échappent, et finalement à Londres, à Hammersmith, pour être précise. Puis nous sommes revenus en France, mais sans Anna. Elle m'avait envoyé un court message m'informant qu'elle avait des affaires à régler. Pour ma part, je n'ai pas cru un mot de toute son histoire. Peut-être avait-elle fait la connaissance d'un Crésus? Cradock esquissa un sourire. Cette pensée n'était-elle pas la seule qui pût s'imposer à l'esprit de Madame Joliette en pareil cas? Et ce n'est pas une perte grave, ajouta-t-elle. À n'importe quel moment, de meilleures danseuses m'offrent leurs services. À quelle date vous a-t-elle quitté? Voyons, nous sommes rentrés en France. Ah, je me souviens. Le dimanche précédant Noël. Et Anna est partie 2 ou 3 jours avant. Même, nous avons dû terminer nos représentations à Hammersmith sans elle, ce qui m'a obligée à remanier le ballet. Et puis, zut, que cette Péronnelle ne se présente plus devant moi. En somme, un pénible souvenir, risqua Dessein. Oh, moi, je m'en moque maintenant. Elle a dû passer les fêtes en joyeuse compagnie. Mais j'y pense. Pourquoi la recherchez-vous? Aurait-elle fait fortune, par hasard?
Au contraire, répondit Cradock. Nous craignons qu'elle n'ait été assassinée. Madame Joliette ne parut pas autrement s'émouvoir. Possible, ce sont des choses qui arrivent. À propos, figurez-vous que cette Anna était très pieuse. Elle allait à la messe tous les dimanches. Dessein s'impatientait, mais son collègue britannique intervint de nouveau. Vous a-t-elle parlé d'un fils, madame? Un fils. Donnez-vous à entendre qu'elle avait un enfant? Cela me paraît plus qu'improbable. Ces filles ont une certaine expérience de la chose et M. Dessein le sait. Elle a pu être mère avant de devenir une artiste professionnelle, pendant la guerre, par exemple. Pendant la guerre. C'est possible, mais je l'ignore. Quels étaient ses meilleurs amis dans la troupe? Je puis vous donner 2 ou 3 noms. Impossible d'en savoir davantage. Aussi Cradock montra-t-il à madame Joliette le poudrier trouvé par Lucy Hayles Barrow. Toutes les femmes possèdent un objet de ce genre, dit-elle laconiquement. Puis l'inspecteur fit allusion au manteau de fourrure acheté à Londres. Sachez, assura la maîtresse de ballet, que je m'occupe des répétitions et des représentations. Tout ce qui ne concerne pas ma profession m'est indifférent. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur les vêtements que portent mes artistes. Après madame Joliette, les 2 policiers interviewèrent les danseuses dont elle avait révélé les adresses. 2 d'entre elles avaient assez bien connu Anna, mais elles tinrent à préciser que leurs camarades se lançaient rarement dans des confidences concernant sa vie privée. Cependant, la 3e crut devoir souligner que, parfois, il lui plaisait de débiter des mensonges. Anna prétendait avoir été la maîtresse d'un grand-duc ou d'un riche banquier anglais. Puis, elle affirmait avoir appartenu à la résistance pendant l'occupation. Même, elle voulait nous faire croire qu'elle avait joué des rôles de premier plan à Hollywood. À Londres, assura une autre danseuse, elle a fait allusion à un millionnaire qui se préparait à l'emmener en croisière, parce qu'elle lui rappelait sa fille, tuée dans un accident de voiture. Quelle blague! En somme, pensait Cradock, les petites camarades exagèrent quelque peu. Un seul fait d'importance, le 19 décembre, la mystérieuse personne avait décidé de ne pas rentrer en France et, le jour suivant, une femme lui ressemblant avait pris le train de 16h33 en direction de Brackhampton et s'était fait étrangler. Si la femme du sarcophage n'était pas Anna Stravinska, où cette dernière se trouvait-elle maintenant? Devait-on croire madame Joliette? Sa réponse ne variait guère. Avec un homme. Et, peut-être, avait-elle raison? Cradock sombra dans un abîme de réflexion. Une autre possibilité devait être prise en considération, celle que laissait entrevoir l'allusion faite par Anna à un mari anglais. S'agissait-il d'Edmund Krakenthorpe? Improbable si l'on admettait la mentalité prêtée à la jeune femme par ses camarades, mais l'on pouvait supposer qu'Anna ait rencontré à une certaine époque Martine qui lui aurait parlé de son passé et de la mort d'Edmund. Dans ce cas, Anna pouvait avoir écrit elle-même à Emma. D'autre part, si ladite Anna fut avisée de l'enquête, venant d'Angleterre à son sujet, elle dut éprouver de sérieuses craintes et juger prudent de quitter le ballet Mariinsky. Mais où se réfugia-t-elle alors? De nouveau, l'opinion de madame Joliette semblait pertinente. Auprès d'un amoureux. 2. Avant de quitter Paris, Cradock eut un dernier entretien avec son collègue français sur le problème posé par le cas Martine. Ils convinrent qu'il fallait pousser l'enquête à fond. Aussi, Dessein assura-t-il que tout serait mis en œuvre pour vérifier s'il n'y avait vraiment aucune trace d'un mariage entre le lieutenant Edmund Krakenthorpe du 4e régiment du Southshire et une jeune Française prénommée Martine. Époque juste après la chute de Dunkerque. Toutefois, Dessein prit soin de souligner que non seulement la région avait été occupée par l'ennemi presque au même moment, mais que cette partie de la France ayant subi des ravages considérables au cours de l'invasion, la plus grande partie des archives fut détruite. 3. Dès son retour à New Scotland Yard, Cradock reçut la visite du sergent détective
Weaver Hall, Bob, à qui il avait confié une mission avant de se rendre à Paris. De fait, le rapport de son assistant n'était guère encourageant. Une simple adresse pour recevoir du courrier. Voilà ce qu'a été 126 Elvers Crescent, dans le cas qui vous intéresse, déclara Weaver Hall. En revanche, la maison jouit d'une bonne réputation. Aucune identification. J'ai montré la photo de l'inconnu du sarcophage, sans résultat. Donc ce n'est pas elle qui venait prendre les lettres. Toutefois, il convient de noter qu'un grand nombre de personnes fréquentent l'immeuble, une pension pour étudiants. L'inspecteur fronça les sourcils. Et, ajouta le sergent, nous avons fait des recherches dans les hôtels. Aucune mention d'une Martine Krakentorp dans les registres. Enfin, après votre appel téléphonique de Paris, nous nous sommes occupés d'Anna Stravinska. Son nom a été relevé dans une modeste pension où elle a séjourné avec d'autres danseuses. Elle en est partie dans la nuit du 19 décembre, après son retour du théâtre. Aucune autre indication. Un geste d'impatience, et sans grand espoir, Craddock donna l'ordre à Weaver Hall de continuer ses recherches. Puis, après un moment de réflexion, il se décida de prendre rendez-vous avec M. Wimborne. Il fut introduit dans une pièce austère, avec toute la solennité qui caractérise une charge de sollicitor. Assis derrière un bureau aussi imposant que démodé, M. Wimborne semblait trôner au milieu de dossiers poussiéreux. Relevant ses lunettes, il regarda son visiteur avec cette morne politesse qui ne laisse aucun doute sur les sentiments d'un conseiller juridique à l'égard de policiers qui troublent la quiétude de clients appréciés. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il d'un ton résigné. « Veuillez lire cette missive. » Et le visiteur posa sur le bureau la lettre adressée par Martine à Miss Krakentorp. M. Wimborne l'effleura d'un doigt, mais ne la prit pas en main. Ses joues s'étaient légèrement empourprées et sa bouche se contracta. « Je sais, » dit-il d'un ton pincé. « Miss Emma Krakentorp m'a écrit pour m'informer de sa visite à Scotland Yard et... du sujet de l'entretien qu'elle a eu avec vous. Qu'il me soit permis de souligner que je ne comprends pas, absolument pas, pourquoi je n'ai pas été consulté. Extraordinaire oubli. Inouï, oserais-je dire. » Craddock crut devoir débiter cette série de platitudes qui, généralement, apaisent un esprit agité, mais sans grand succès. Aussi, l'inspecteur fit-il un nouvel effort. « Je suppose que, pendant la guerre, des circonstances exceptionnelles, il n'eut pas le temps de poursuivre. »« Circonstances exceptionnelles, dites-vous » s'indigna son vis-à-vis. « À cette époque, mon père s'occupait des intérêts des Krakentorp. Il est mort il y a 6 ans. Je n'exclus pas qu'il ait pu faire allusion, devant moi, à ce soi-disant mariage, mais à tout prendre, il semble que, même si cette union a été envisagée, elle n'a jamais eu lieu, et que mon père n'a attaché aucune importance à toute cette histoire. Sinon, il aurait été plus prolixe. D'autre part, l'affaire Martine me paraît ténébreuse. Pensez, une femme qui surgit après des années de silence. Et ce fils soi-disant légitime, très louche, en vérité. Et quelle preuve a-t-elle ? Je voudrais bien les connaître. Je le conçois, mais admettant que cette femme ait dit la vérité, quelle serait sa position et celle de l'enfant ? Je suppose qu'elle s'efforcerait de décider les Krakentorp à assurer son entretien ainsi que celui de son fils. D'accord sur ce point, mais quel droit aurait-il ? Je devine votre pensée. M. Wimborne remit ses lunettes, qu'il avait enlevées dans un moment de colère, et dévisagea son interlocuteur avant de continuer. Pour le moment, aucun. Mais s'il était prouvé qu'il s'agit du fils légitime d'Edmund Krakentorp, ce fils aura droit, à la mort de Luther Krakentorp, à une part du capital laissé par le père de celui-ci, Josiah. Sans oublier qu'en sa qualité de descendant direct du fils aîné de Luther, il hériterait de Rutherford Hall. Et, reprit Craddock sur un ton indifférent, si, après la mort de Luther Krakentorp, la femme en question ne pouvait fournir aucune preuve valable,
Alors, Cédric deviendrait le propriétaire du domaine. On m'a donné à entendre que la fortune le laisse indifférent. Monsieur Wimborne se raidit. Vraiment. Eh bien, je suis enclin à ne donner à une opinion de ce genre que la valeur d'un grain de poussière. Il se peut qu'il existe des gens que l'argent ne tente pas, mais j'avoue n'en avoir jamais rencontré. Le sollicitor semblait se complaire dans cette sorte de psychologie. Aussi Cradock s'empressa-t-il de tirer parti de l'occasion. « J'ai eu l'impression, dit-il, que la fameuse lettre avait bouleversé Harold et Alfred Krakenthorpe. Et pour cause. Redoutent-ils une sensible réduction de leur héritage ? Sans le moindre doute. Une courte pause et Wimborne ajouta « Mais cela n'est pas un motif suffisant pour assassiner quelqu'un. » Il paraît que tous deux ont de graves ennuis financiers, murmura Cradock. L'inspecteur soutint sans sourciller le coup d'œil acéré que lui lança son vis-à-vis. « Oh, je vois que la police a poussé son enquête à fond, » répondit M. Wimborne. « Le fait est qu'Alfred ne cesse de se créer des soucis. À l'occasion, il gagne des sommes appréciables, mais il les perd rapidement. Quant à Harold, vous avez dû apprendre que sa situation financière actuelle est quelque peu tendue. » Curieux, l'homme paraît bien assis. « La façade. Tout en façade, inspecteur. La bonne moitié des hommes d'affaires ignorent s'ils sont réellement solvables. Les bilans même ne signifient rien. On peut les établir d'une façon telle que le profane n'y comprenne rien. Et quand les avoirs portés au crédit ne sont pas réalisables et qu'une difficulté surgit, dans quelle situation se trouve-t-on ? Probablement dans celle d'Harold Krakenthorpe. Il faut trouver des fonds à tout prix. Exact. Mais ce n'est pas en étranglant la supposée veuve de son frère aîné qu'il sortira d'embarras. Et personne n'a encore tué Luther Krakenthorpe. Sa mort seule pourrait servir les intérêts de ses fils. Donc, inspecteur, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Le pire était que Cradock lui-même n'aurait pu le dire exactement. Chapitre 15 1. Comme il se devait, Cradock et le sergent Witherhall pénétrèrent dans les bureaux d'Harold Krakenthorpe à l'heure précise du rendez-vous donné la veille. Situé au 4e étage d'un immeuble imposant, au cœur même de la City, le siège de la firme donnait l'impression d'une grande prospérité. Ameublement et décoration ultramodernes, le tout entretenu avec le plus grand soin. Une jeune sténo, à l'élégance discrète, annonça les visiteurs, puis elle les conduisit dans le cabinet de travail de son directeur. Habillé avec goût, sûr de lui-même, Harold Krakenthorpe les attendait avec calme. « Si l'homme traverse une mauvaise passe, pensa Cradock, du moins n'en laisse-t-il rien paraître. » L'accueil fut franchement cordial. « Bonjour, inspecteur. J'espère que votre visite me vaudra enfin des précisions sur cette mystérieuse affaire. » « Peut-être serez-vous déçu, car je n'ai que quelques questions à vous poser. »« Encore ? Nous avons déjà donné toutes les explications voulues. »« J'admets que votre réponse est pertinente. Cependant, la routine de notre métier exige qu'une enquête soit poussée à fond. »« De quoi s'agit-il maintenant ? » demanda Harold, quelque peu nerveux. « Voici. Pouvez-vous me donner l'emploi exact de votre temps au cours de l'après-midi et de la soirée du 20 décembre, disons entre 15h et minuit ?» L'homme d'affaires se raidit et le rouge vif qui colora ses yeux trahissait une vive irritation. « Quelle singulière question ! Et je me demande ce qu'elle signifie. » Un léger haussement d'épaules et Cradock répondit sans sourciller. « Tout simplement que je désirerais savoir où vous étiez entre les heures indiquées le vendredi 20 décembre. » « Me direz-vous pourquoi ? » Vos précisions permettraient de serrer le problème de plus près. La froide courtoisie de son interlocuteur inquiéta l'homme d'affaires. « Soyons clairs, voulez-vous. Vos propos donneraient-ils à entendre que vous me mettez en garde contre les déclarations que je pourrais faire ?» Allusion qui parut choquer Cradock. « Nullement.
car cette sorte d'avertissement signifierait que vous êtes considéré comme suspect. Au reste, ajouta-t-il aussitôt, je demande leur emploi du temps à toutes les personnes intéressées à l'affaire. Simple routine, ai-je pris soin de souligner. Harold parut rassuré. « Eh bien, je désire vous aider dans la mesure de mes possibilités. Voyons, à première vue, la réponse n'est guère facile à formuler. Toutefois, nous avons de l'ordre, ici, et je pense que Miss Ellis, ma secrétaire, sera en mesure de vous donner des précisions. » Quelques mots dans l'un des téléphones posés sur le bureau et, bientôt, une jeune femme, fort attrayante dans un tailleur noir de bonne coupe, fit son apparition, bloc-notes dans une main. Les présentations faites, Harold se carra dans son fauteuil. « Miss Ellis, dit-il, l'inspecteur désire connaître mes allées et venues dans l'après-midi et la soirée du... vendredi 20 décembre, précisa Craddock. J'espère, Miss Ellis, reprit l'homme d'affaires, que vous avez quelques indications à ce sujet. Certainement, monsieur. Le temps d'aller chercher un agenda et, après l'avoir rapidement consulté, la jeune femme se tourna vers son directeur. Dans la matinée du 20, vous avez conféré avec monsieur Goddy au sujet d'une session. Puis vous avez déjeuné au Berkeley en compagnie de Lord Forteville. Ah, je me souviens. Revenu dans votre bureau vers 15 heures, vous m'avez dicté quelques lettres. Ensuite, vous deviez vous rendre à la salle des ventes pour assister à la mise aux enchères de manuscrits rares. Je ne vous ai plus revu au bureau ce jour-là, mais il me revient que j'ai laissé une note pour vous rappeler un dîner à l'hôtel central. Je vous remercie, Miss Ellis, ponctua Harold. Et la jeune femme prit discrètement congé. Tout est clair, maintenant, dit posément M. Krakenthorpe. Oui, je suis allé à la salle des ventes, mais les enchères étaient trop élevées. Ensuite, j'ai pris le thé. Jermyn Street, chez Russells, je crois. Enfin, histoire de me détendre, j'ai été voir les informations filmées avant de regagner mon domicile, 43 Cardigan Gardens, et de passer mon habit. Le dîner du Central a commencé à 19h45 et, aussitôt après, je suis allé me coucher. Voilà qui devrait vous satisfaire. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous pour vous habiller? Je ne m'en souviens pas exactement. Disons peu après 18h. Et quand s'est terminé le dîner? Vers 23h30. Votre valet vous a sans doute ouvert la porte, et Lady Krakenthorpe, j'ai ouvert moi-même avec ma clé. Quant à ma femme, elle séjourne dans le midi de la France depuis le début de décembre. Ce qui signifie que personne ne peut confirmer l'heure à laquelle vous affirmez être rentré chez vous. Harold fronça les sourcils. Il est probable que les domestiques m'ont entendu, mais vraiment, inspecteur, je sais, monsieur, que cette sorte d'interrogatoire est déplaisante. Toutefois, il va bientôt se terminer. Au fait, avez-vous une voiture? Oui, une Humber. Conduisez-vous en personne? Évidemment, mais je ne me sers de l'auto qu'au cours des week-ends. Impossible de circuler dans Londres à notre époque. Je pense que vous prenez la Humber quand vous allez à Rutherford Hall. Oui, si je dois rester un certain temps. Quand il ne s'agit que de passer la nuit, je préfère le train. On gagne du temps. Et ma sœur vient me chercher à la gare de Brackhampton. À Londres, où laissez-vous votre auto? Dans un garage de Muse Street, non loin de chez moi. Encore des questions? Craddock esquissa un sourire. Selon la formule habituelle, je dirais que cela suffira, pour le moment. Et excusez-moi de vous avoir importuné. Harold ne donnait pas l'impression d'excuser qui que ce fût. Dans la rue, le sergent Weaverhall, soupçonneux de nature, murmura. « Il n'a pas apprécié votre interrogatoire. » Exaspéré, semblait-il. « Si vous n'aviez pas commis un crime et qu'on parût vous soupçonner, seriez-vous satisfait ?» répondit son supérieur. « Et le ressentiment est encore plus vif quand une personnalité telle qu'Harold Krakenthorpe est en jeu. Maintenant, il nous faut savoir si quelqu'un l'a vu à la salle des ventes ou dans le salon de thé dénommé Russells. La routine, mon cher, toujours la routine, même si elle paraît inutile.
Tout compte fait, l'homme peut très bien avoir pris le train de 16h33, pousser la femme au dehors d'un compartiment et être arrivé à temps à l'hôtel central pour son dîner. D'autre part, il lui était possible de se servir de sa voiture, la nuit même du crime, de déposer le cadavre dans le sarcophage et de revenir tranquillement à Londres. Pensez-vous vraiment, sœur, que les choses se soient passées ainsi ? Ce ne sont que des suppositions. Pour le moment, retenez qu'Harold Krakenthorpe est brun et de haute taille, ce qui correspond aux vagues signalements donnés par cette excellente Mrs. McGillicuddy. Par surcroît, il connaît parfaitement Rutherford Hall. Donc, nous sommes obligés de le considérer comme suspect. Et maintenant, allons nous occuper du sieur Alfred. 2. Le frère de Harold habitait un logement à Hampstead Heath, faubourg londonien, dans l'un de ces immeubles tout récents qui évoquent la pacotille. L'aspect du logement d'Alfred, un meublé, de toute évidence, répondait assez bien à l'allure du locataire. Une table ordinaire, un divan en désordre et des chaises dépareillées. En dépit de sa vive cordialité, Alfred ne paraissait guère rassuré. « Votre visite m'intrigue, » dit-il à Cradock. « Mais puis-je vous offrir un godet ?» Déjà, il s'était saisi d'engageantes bouteilles. L'inspecteur l'arrêta d'un geste. « Serait-ce donc grave ?» voulut bien plaisanter Alfred. Cradock se raidit. « Que faisiez-vous dans l'après-midi et la soirée du 20 décembre ?» demanda-t-il. Une légère hésitation, et l'interpellé haussa les épaules. « Comment m'en souviendrais-je ? Plus de 3 semaines se sont écoulées depuis. » Cependant, votre frère Harold a pu répondre à la même question. « Rien d'étonnant, » répliqua malicieusement Alfred, une malice teintée d'envie. « Harold est le succès de la famille. Affairé, efficient, 1 minute pour chaque chose et chaque chose à sa place. S'il lui arrivait de commettre un crime, tous les détails seraient notés avec minutie. Un tel langage vous est-il inspiré par une raison particulière ? Nullement. Encore une absurdité de ma part. Soit, mais veuillez répondre à ma question. Le malheur est que je n'ai aucune mémoire en ce qui concerne les dates et les endroits. Ah, s'il s'agissait de Noël, peut-être serais-je en mesure de vous satisfaire. Une telle fête permet des recoupements. Car, pour l'occasion, je rejoins ma famille. À la vérité, je me demande pourquoi. Mon père ronchonne parce que la présence de ses chers fils lui coûte de l'argent. Mais il ronchonnerait encore davantage si nous n'étions pas auprès de lui ce jour-là. En somme, je ne viens à Rutherford Hall que pour voir ma sœur. C'est ce que vous avez fait il y a 3 semaines ? Exactement. Et votre père a eu un violent malaise. Assez souvent, Cradock jouait par la bande. Alfred n'y prit point garde. Eh oui, habitué à se nourrir comme un moineau, économie. Il s'est soudainement pris à manger et à boire comme un ogre. Une simple indigestion, croyez-vous ? Donnez-vous à entendre que... On m'a dit que le docteur Quimper était inquiet. Ah, rétorqua Alfred avec vivacité. Vous n'allez pas croire aux sottises de ce toubib, un pessimiste à tout craint. Vous me surprenez ? Il donne l'impression d'un homme pondéré. Un idiot. Mon père n'est pas un invalide et son cœur fonctionne normalement. Quand il s'est senti indisposé, Quimper en a fait toute une histoire. Ridicule. Inimaginable. Alfred ne se contenait plus, et l'inspecteur l'observa attentivement jusqu'au moment où il changea brusquement de sujet. « Pourquoi tenez-vous tant à connaître l'emploi de mon temps, un certain vendredi ?»« Tiens, vous vous souvenez du jour ? » ?»« Ne me l'avez-vous pas déjà précisé ? » ?»« Erreur. Mais j'attends toujours votre réponse. » Son vis-à-vis fronça les sourcils. « Votre curiosité aurait-elle un rapport avec... Voyons, vous n'allez pas prendre au sérieux cette histoire d'Emma à propos de la soi-disant veuve de mon frère Edmond. Auriez-vous fait la connaissance de cette mystérieuse jeune femme ? Moi ? Certainement pas. Elle a peut-être préféré s'adresser à monsieur Harold ? Pourquoi pas ? Mon frère est très connu et son nom est souvent cité dans les journaux. Toutefois, une telle démarche eût été vaine. Harold est aussi avare que le paternel, au contraire de l'ange charitable de la famille.
Emma, dont les préférences allaient à Edmund. Ce qui ne signifie nullement que ma sœur soit d'une crédulité à toute épreuve. Elle n'a pas exclu la possibilité d'un chantage. Aussi s'était-elle empressée de prévoir la présence de notre sollicitor le jour où cette femme nous aurait rendu visite. « Très sage, » répondit posément Cradock. « La date de la dite visite avait-elle été fixée ? » « Oui, elle devait avoir lieu pendant le week-end suivant Noël. »« Ah, » ironisa l'inspecteur, « les souvenirs vous reviennent. Revenons plutôt au sujet principal. Qu'avez-vous fait le vendredi 20 décembre ?» Alfred eut un mouvement d'impatience. « Impossible de vous répondre. Je vous assure que j'ai complètement oublié. »« Voyons, un petit effort. Ne s'agit-il pas du vendredi précédant les fêtes de Noël ? Des voisins, des amis pourraient vous aider. » « Je les questionnerai. » Contre toute attente, il reprenait de l'assurance. « Si je suis incapable de préciser mes occupations ce jour-là, reprit-il, en revanche, une chose est certaine. Elles n'ont pas consisté à tuer quelqu'un dans le musée de mon père. » Cradock parut surpris. « Je n'ai fait aucune allusion à cette affaire. Pourquoi l'évoquez-vous ? Allons, mon cher inspecteur, vous procédez à une enquête sur un crime, n'est-ce pas ? Eh bien, quand un policier demande à un tiers l'emploi de son temps à un moment donné, cela signifie tout simplement qu'il tend ses filets. Un piège, en somme. » Les yeux d'Alfred étincelaient, mais Cradock avait assez d'expérience pour éviter un terrain aussi glissant. « Dites-moi plutôt si vous avez des motifs d'ordre privé pour persister à oublier le vendredi en question. »« Moi ? Inutile, inspecteur. Vous ne m'attraperez pas de cette façon. Certes, j'admets que mon absence de mémoire paraisse étrange, mais je n'y puis rien. Oh, un instant. Oui, il me revient que, cette semaine-là, je suis allé à Leeds, et que j'ai passé la nuit dans un hôtel, près de la mairie. Le nom m'échappe. Cela a pu se passer un vendredi. « Nous vérifierons, » dit Cradock, sans s'émouvoir autrement. « Je regrette, cependant, que vous ne soyez pas plus compréhensif. Il y va de votre propre intérêt. » Alfred eut un geste résigné. « Tant pis pour moi. Cédric a un alibi. Ibiza. De son côté, Harold note tous ses déplacements. Et moi, je n'ai pu rien préciser, sinon que je n'assassine pas les gens. Et pourquoi aurais-je étranglé une inconnue ? D'autre part, admettant que le cadavre du sarcophage soit celui de la veuve d'Edmond, quel intérêt aurait eu un membre de la famille à tuer cette malheureuse ? Ah, s'il s'était agi d'une personne ayant épousé Harold pendant la guerre et qui aurait surgi à l'improviste, le cas eût été différent. Bigamie, voyez-vous. Mais la femme d'Edmond. Soyez persuadé que nous aurions été ravis de demander au paternel de lui assurer une rente. Quelle colère, et impossible de refuser. Alors, inspecteur, voulez-vous accepter un verre ? Non ? Tant pis, et je regrette de ne pouvoir vous aider. 3. « Je sais à quoi m'en tenir, » murmura le sergent Weaverhall à la sortie de l'immeuble. Cradock jeta un regard interrogateur sur son subalterne. « Oui, sir, » reprit celui-ci, « au sujet de notre Lascar. Son nom a été prononcé à propos de cette affaire de carambouillage qui fit grand scandale il y a quelque temps déjà. Mais aucune preuve formelle, l'homme est rusé. Plus tard, il s'est abouché avec des escrocs fréquentant le quartier de Soho. Vous savez, un trafic de montres suisses et de pièces d'or. » Un sourire éclaira le visage de l'inspecteur. Grâce au sergent, il comprenait pourquoi le visage d'Alfred ne lui était pas inconnu. L'homme se complaisait dans de louches transactions, mais il avait toujours un excellent motif pour justifier sa présence dans tel ou tel milieu. « Voilà qui explique bien des choses, » dit finalement Cradock. « Croyez-vous à sa culpabilité dans... » Je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'il a l'étoffe d'un meurtrier. En revanche, vos découvertes expliquent pourquoi il ne voulait pas répondre à ma question. Et, faute d'alibi, il risque d'être compromis dans le crime de Rutherford Hall. Ce n'est pas tout à fait exact. Comprenez-moi bien, prétexter un manque de mémoire est nécessaire quand l'intéressé ne désire pas attirer l'attention sur l'emploi exact de son temps. Par exemple, sur des rendez-vous avec des acolytes chargés d'écouler une marchandise prohibée. De retour à Scotland Yard, Cradock s'isola dans son bureau.
Immobile sur sa chaise, il semblait plongé dans un abîme de réflexion. Soudain, il se saisit d'un bloc-notes et se prit à écrire, lentement. Meurtrier, un homme brun et de haute taille. Victime, soit Martine, la veuve ou la maîtresse d'Edmund Krakentorp, soit Anne Stravinska, qui a disparu au moment du crime. Âge, apparence et vêtements peuvent répondre à ceux de l'inconnu. Cette Anna n'a aucun lien particulier avec Rutherford Hall. Du moins, le pense-t-on. Une courte pause, un soupir, et l'inspecteur reprit son stylo. Il peut s'agir également d'une première femme d'Harold, bigamie, ou de sa maîtresse, chantage. Nouvel arrêt, puis, si Alfred est compromis dans l'affaire, chantage également. Peut-être la victime avait-elle surpris l'un de ses petits secrets. Cédric. Il n'est pas exclu que le peintre ait connu cette femme à Paris ou aux Baléares. Cradock sursauta avant de continuer sa narration. Ne pas oublier qu'Anna Stravinska a pu passer pour Martine. Une hésitation, un coup de poing sur la table, et les notes trouvèrent leur conclusion. À l'heure présente, il s'agit d'une inconnue tuée par un inconnu. De nouveau, l'inspecteur se prit la tête entre ses mains. Impossible de percer un mystère sans trouver un motif plausible au crime, et aucun des mobiles qui se présentaient à l'esprit n'était valable. Ah, si s'était agi du père! L'évocation du vieillard dut inspirer Cradock, car il se saisit de son bloc-notes. Interroger le docteur Quimper sur le malaise de Luther Krakentorp. Exiger de Cédric un alibi précis. Consulter Miss Marple. Chapitre 16. Cradock hésitait à pénétrer dans le petit salon où se tenait Miss Marple. Il avait aperçu Lucy Hayles Barrow en grande conversation avec elle. Le temps d'une courte réflexion, et l'inspecteur pensa que la présence de la jeune femme faciliterait peut-être sa tâche. « Ma visite n'a aucun caractère officiel, » dit-il presque en s'excusant. En dépit de la vive sympathie qu'il éprouvait pour la vieille demoiselle, il semblait chercher ses mots. Souriante, l'interpellée entreprit d'alléger l'atmosphère. « Vous n'ignorez pas, ma chère, déclara-t-elle à Lucie, que je connais très bien notre visiteur. N'est-il pas le filleul de mon vieil ami, Sir Henry Clavering ?» En réponse à ce rappel, par personne interposée, Cradock crut devoir s'adresser également à Miss Hayles Barrow. « Savez-vous ce que mon parrain pense de Miss Marple ? Tout simplement ceci. Le meilleur détective que je connaisse. Et il m'a souvent donné ce conseil. Ne prenez jamais ses conseils à la légère. Très souvent, elle est en mesure non seulement de révéler ce qui aurait pu ou dû se passer, mais encore ce qui a réellement eu lieu, sans oublier d'en donner la raison. Miss Marple mérite le prix d'excellence à cet égard. « Oh !» murmura celle-ci, « n'exagérons rien. Une élémentaire connaissance des sentiments humains, voilà tout mon bagage. Voyez-vous, les habitants de notre planète se ressemblent tous, plus ou moins. Il suffit donc d'observer, d'évoquer des souvenirs et de déduire. Très facile, en vérité. Cependant, dans l'affaire qui nous préoccupe, il y a un écueil. Je ne vis pas à Rutherford Hall. « Mais vous avez pris le thé avec les Krakentorp, objecta Cradock. « Oui, toutefois la famille n'était pas au complet. » Intriguée, Lucie risqua une question. « Avez-vous l'impression que la présence du vrai coupable suffise pour l'identifier, par intuition ? » Il faut être très circonspect quand il s'agit d'une chose aussi grave qu'un assassinat. On est toujours enclin à soupçonner quelqu'un en particulier, et de regrettables erreurs s'ensuivent. En revanche, il convient d'étudier toutes les personnes présentes auprès de vous à un moment donné et de les comparer à celles du même type qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Comparer, par exemple, Cédric au directeur de banque dont vous lui avez parlé après le thé dont il a été question, nota Lucie. Une petite erreur, ma chère, j'ai fait allusion à son fils. Le directeur, Monsieur Head, ressemblerait plutôt à Harold, un homme posé,
trop intéressé peut-être, et qui tenterait l'impossible pour éviter un scandale. Cradock esquissa un sourire. « Et Alfred ?» demanda-t-il. « Je le classerais parmi les bricoleurs. Ce genre de bricolage qui permet de ne pas se compromettre exagérément. À son sujet, je me souviens d'un jeune homme qui, dans les ateliers, remplaçait un outil neuf par un autre légèrement usagé. Et ainsi de suite. » Un léger toussotement, et l'inspecteur murmura comme à regret. « Que pensez-vous d'Emma ?» « Eh bien, répondit Miss Marple, elle me rappelle une jeune femme de ma connaissance. Plutôt vieux jeu et très douce, en dépit de la nervosité excessive de son père. Eh bien, à la mort de celui-ci, elle se lança dans la grande vie. Robe décolletée, bijoux, cheveux ondulés, etc., etc. Et finalement, et contre toute attente, elle se maria. L'allusion à Rutherford Hall était directe. Aussi, Lucie intervint-elle. « Ne croyez-vous pas qu'ôté chez les Krakenthorpe, il eût été préférable d'éviter de parler de l'éventuel mariage d'Emma ? Ses frères étaient bouleversés. » « Évidemment, les humains semblent incapables de voir ce qui se déroule sous leurs propres yeux. Vous-même, je l'admets. En l'occurrence, les deux intéressés paraissent trop âgés pour s'épouser. Certes, le docteur Quimper grisonne quelque peu, mais il n'a certainement pas atteint la cinquantaine, et tout donne à penser qu'il désire se créer un nouveau foyer. J'ai entendu dire qu'il est veuf depuis plusieurs années. Sa femme serait morte en couches. Pour sa part, Emma doit avoir dans les 35 ans, âge qui conviendrait à Quimper. Lucie eut un geste d'impatience. Sommes-nous ici dans un but d'ordre matrimonial ou pour discuter d'un crime ? Un clignement d'œil, et Miss Marple reprit. Peut-être suis-je trop romantique. Défaut de vieille fille. À propos, Lucie, votre contrat avec moi est venu à expiration, et si vous tenez à prendre quelques repos avant d'assumer de nouvelles fonctions, quitter Rutherford Hall ? Non, pour l'excellente raison que je suis devenu un excellent limier, semblable en cela à Alexander Eastley et à son camarade. Il ne cesse de chercher une piste. À un tel point que, hier, je les ai surpris en train de vider les boîtes à ordures. Et, inspecteur, conservez tout votre calme s'ils vous remettent triomphalement un papier sur lequel vous pourrez lire « Martine, si tu tiens à la vie, ne rentre plus dans le musée. » Prise de pitié pour eux, j'ai caché cette note dans la porcherie. « La porcherie ?» s'étonna Miss Marple. « Élève-t-on encore des cochons à Rutherford Hall ? » ?»« Non, mais il m'est arrivé de m'y rendre à plusieurs reprises. » Le regard de la vieille demoiselle s'attardait sur la jeune femme. Aussi Cradock jugea-t-il à propos d'intervenir. « Qui séjourne à Rutherford Hall en ce moment ?» demanda-t-il à Lucie. « Cédric et Brian, pour le week-end. Demain nous aurons également Harold et Alfred. Ils ont téléphoné dans la matinée et j'ai l'impression qu'ils sont quelque peu nerveux. Le fait est que je les ai un peu secoués, en leur demandant l'emploi de leur temps le vendredi 20 décembre. Et ? Si Harold a répondu, en revanche, la mémoire d'Alfred est défaillante. Volontairement, oserais-je dire. Mais il me faut aller à Rutherford Hall, quelques mots avec Cédric. Auparavant, je désirerais m'entretenir avec Quimper. Oh, Miss Aylesbury Barrow, j'allais oublier. Que pensent les Krakenthorpe au sujet de Martine ? Je veux dire, quand la police n'est pas auprès d'eux. La réponse ne se fit pas attendre. Ils en veulent tous à Emma de s'être confiée à vous et ils blâment Quimper de l'avoir encouragée à agir de la sorte. Harold et Alfred estiment que cette affaire, Martine, n'est qu'une imposture. Pour sa part, Emma hésite. Cédric, lui, n'est pas loin de partager l'opinion de ses frères, mais en vérité, il ne prend pas l'affaire au sérieux. Enfin, Brian croit à l'existence de la veuve d'Edmond. Et pourquoi ? Brian appartient à cette catégorie d'hommes qui acceptent les choses telles qu'elles paraissent être. En conséquence, il estime que la veuve d'Edmond a bien écrit à Miss Emma, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de rentrer en France et se manifestera tôt ou tard.
Le fait que cette personne n'ait pas encore envoyé une autre lettre lui semble naturel. Et pour cause, il a horreur d'écrire. Sa crédulité va de pair avec la douceur de son caractère. Parfois, Brian donne l'impression d'un bon toutou prêt à se laisser emmener faire une promenade. Dans le parc, ou en direction de la porcherie, par exemple, intervint Miss Marple. Lucie eut un léger sursaut. Savez-vous, ajouta malicieusement la vieille demoiselle, que vous êtes très attrayante et que les gentlemen de Rutherford Hall ne l'ignorent pas? Cette fois, le visage de Lucie devint cramoisi. Elle revit en pensée Cédric appuyé contre un mur branlant, Brian mélancoliquement assis sur la table de la cuisine, et Alfred plus qu'entreprenant. Cette rêverie fut interrompue par Miss Marple. « J'ai dit « gentlemen », mais... » Sa voix se fit plus appuyée. « N'oubliez jamais que les gentlemen sont semblables aux autres hommes, même quand ils sont très vieux. »« Ma chère, » s'écria Lucie, stupéfaite, « permettez-moi de vous dire qu'au XVIIIe siècle, on vous aurait encore brûlé vive pour sorcellerie. » Et elle confirma à son amie la singulière proposition de mariage de Luther Krakenthorpe. Mariage sous condition, tint-elle à préciser. « En somme, conclut-elle, ils m'ont tous sollicité. De la part d'Harold, il ne s'est agi que d'un brillant emploi dans ses bureaux. Oh, je ne crois pas que ma beauté soit en jeu. Ils doivent se figurer que je sais quelque chose. » Elle se prit à rire, mais Cradock la rappela à la réalité. « Soyez prudente. Aux avances peuvent succéder les menaces. »« Je ne le conteste pas, mais on oublie le danger. Les deux collégiens s'en donnent tellement à cœur joie qu'on finit par croire à un jeu. »« À propos, dit Miss Marple, quand regagnent-ils leur école ? » ?»« La semaine prochaine, et ils nous quittent dès demain. Alexander doit passer quelques jours chez les parents de son camarade, Stoddard West. » « Tant mieux, je n'aimerais guère qu'un nouveau drame se déroulât pendant leur séjour à Rutherford Hall. » Lucie fronça les sourcils. « Pensez-vous à monsieur Krakenthorpe père ? » ?»« Non, au jeune garçon. »« Je ne comprends pas. Réfléchissez, ma chère. Il furette partout, cherche des indices. Évidemment, la jeunesse adore cela, mais ce passe-temps peut devenir dangereux. » Cradock dévisagea la vieille demoiselle. « Si je comprends bien, vous liez le coupable à Rutherford Hall ? » ?»« Parfaitement. » Reprit l'inspecteur. « Tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il est plutôt brun et de haute taille. Or, à Rutherford Hall, 3 hommes pourraient répondre à ce bref signalement. Le jour de l'enquête du coroner, les frères Krakenthorpe se tenaient sur un trottoir. Ils me tournaient le dos, et je fus surpris de constater qu'avec leurs épais par-dessus, ils se ressemblaient au point de les confondre. Cependant, leurs types respectifs sont complètement différents. Que déduire, sinon que les conjectures sont dangereuses. Et croyez-vous à l'existence de cette mystérieuse Martine ? » « Je suis tout à fait disposée à croire qu'Edmund Krakenthorpe a épousé ou avait l'intention d'épouser une jeune fille portant ce nom. Rappelez-vous la lettre écrite par lui et qu'Emma vous a montré. Ce que je sais de Miss Krakenthorpe et les détails que m'a donnés Lucie m'incitent à dire qu'Emma est totalement incapable d'inventer une telle histoire. Au surplus, dans quel but aurait-elle agi ainsi ? » « Admettons donc la réalité de Martine, » répondit Cradock, tout pensif. « Du moins, avons-nous ainsi un mobile au crime. L'entrée en jeu de cette jeune femme, avec un fils, affecterait le partage de l'héritage Krakenthorpe. Sans doute. Pourrait-on penser que la réduction des parts ne serait pas assez importante pour conduire au crime, mais il n'en reste pas moins que tous les héritiers sont à court d'argent. »« Même Harold ? » s'étonna Lucie. « Oui, il est engagé dans des transactions hasardeuses, et seuls de gros capitaux lui éviteraient un krach. »« La mort de Martine n'allégerait pas la situation de Harold, et ne serait d'aucun intérêt pour ses frères ou sa sœur, » dit Miss Marple. « Du moins jusqu'au décès de leur père. »« Je le sais, » reprit Cradock. « Mais à en croire son médecin,
Monsieur Krakenthorpe est beaucoup plus solide que certains l'imaginent. Il vivra des années, assura Lucie. Cependant, elle hésitait. Cependant, insista Cradock. Eh bien, Monsieur Krakenthorpe a été assez sérieusement indisposé le soir de Noël, et il m'a confié que le docteur Quimper, lui-même, s'en était inquiété, à un tel point qu'on eût pu croire à un empoisonnement. Exactement le sujet que je désire avoir avec le docteur. J'en suis heureuse. Mais il est temps que je rentre à Rutherford Hall. À ce moment précis, Miss Marple se saisit du Times déposé sur un guéridon, à la page des mots croisés. « Il me faudrait un dictionnaire complet, » murmura la vieille demoiselle. « 2 mots se présentent à mon esprit. Tontine et toquet. Je les confonds toujours. » Du seuil de la porte, Lucie se retourna. « Toquet a 5 lettres seulement, » lança-t-elle, « et tontine en compte 7. Quelle est la clé ? » « Oh !» s'exclama Miss Marple, « encore une distraction de ma part. Ces 2 mots n'ont rien à voir avec le puzzle. Ils me sont passés par la tête. » Le regard de Cradock s'attarda sur la vieille demoiselle, puis il prit rapidement congé, l'air soucieux. Chapitre 17 1. Le docteur Quimper avait à peine terminé ses consultations quand l'inspecteur Cradock se fit annoncer. Paraissant très fatigué, le praticien vint à sa rencontre et, après avoir invité le policier à s'asseoir, se laissa tomber sur un fauteuil. « Exténué, dit-il, après un soupir. Je viens d'examiner une femme qui aurait dû venir me voir beaucoup plus tôt. Maintenant, il est trop tard pour l'opérer. Cette sorte de cas me rend fou. Le fait est que les êtres humains sont un extraordinaire mélange d'héroïsme et de lâcheté. Ainsi, cette femme souffrait atrocement, mais gardait le silence, tout simplement parce qu'elle avait peur d'apprendre la vérité. En revanche, il y a des gens qui me font perdre un temps précieux pour un bobo qu'ils prennent pour un cancer, alors qu'il ne s'agit que d'une engelure. Mais, excusez ce bavardage. Il me fallait une détente. Que puis-je faire pour vous ? En premier lieu, je dois vous remercier d'avoir conseillé à Miss Krakenthorpe de me communiquer la lettre portant la signature de la veuve de son frère, Edmund. Oh, il ne s'agit que de cela. À la vérité, l'initiative de cette démarche ne m'appartient pas entièrement. Emma avait elle-même l'intention de la faire, parce que toute l'histoire l'inquiète. Naturellement, ses chers frères se sont efforcés de l'en dissuader. Et pourquoi ? Le docteur haussa les épaules. Peut-être craignent-ils que la femme en question soit réellement Martine. Pensez-vous que la lettre, elle, soit réelle ? Aucune idée. Je ne l'ai jamais eue en main. Toutefois, il pourrait s'agir d'une personne qui, connaissant la situation, a tenté d'en profiter. Une grossière erreur, car Emma n'est pas de celles qui accueilleraient une belle-sœur inconnue sans prendre les précautions qui s'imposent. Je n'en doute pas, mais ma visite a un autre but. On m'a dit que, tout récemment, pendant les fêtes de Noël, je crois, Monsieur Krakenthorpe avait été assez sérieusement malade. Exact, répondit-il. Le visage du docteur se durcit. L'inspecteur hésitait. Le sujet est délicat, surtout quand on s'adresse au médecin de la famille. Monsieur Krakenthorpe ne cesse de se vanter d'une santé à toute épreuve, affirmant qu'il survivra à la plupart des membres de sa famille. Souvent, il parle de vous. Excusez-moi, docteur. Quimper esquissa un sourire. Oh, n'ayez aucune crainte. Je suis imperméable aux réflexions de mes malades. Eh bien, il dit que vous êtes un faiseur d'embarras, et va jusqu'à affirmer que vous lui avez posé de nombreuses questions, non seulement sur la nourriture, mais également sur la personne qui prépare les mets et sert les convives. Le praticien ne souriait plus. Continuez, je vous prie. Monsieur Krakenthorpe a même prononcé ces mots. Quimper donne l'impression de croire que quelqu'un m'a empoisonné. Le pensez-vous vraiment, docteur ? Question embarrassante pour un homme tenu au secret professionnel. Quimper abandonna son fauteuil avec regret et fit quelques pas dans le petit salon avant de faire face à son interlocuteur. « Que diable voulez-vous que je réponde ? Pensez-vous qu'un médecin puisse se permettre de lancer des accusations de ce genre, du moins sans une preuve formelle ? En
toute confidence, je désire simplement savoir si un soupçon n'a pas effleuré votre esprit. Le vieux Krakentorp est habitué à vivre frugalement. Mais, pour les fêtes, Emma a corsé le menu. Résultat probable, une gastro-entérite. Dans ce cas particulier, les premiers symptômes semblaient justifier ce diagnostic. Cradock insista. Mais vous donnait-il entière satisfaction? Un long regard, et le docteur répondit. Disons que j'ai été intrigué. Cela vous suffit-il? Puis-je vous demander la raison? Les cas de gastrite varient avec les malades, mais cette fois, certaines particularités se rattachaient plutôt à un empoisonnement par l'arsenic qu'à un simple dérangement d'ordre exclusivement digestif. Je me dois d'ajouter que les erreurs sont possibles. Quelle a été votre opinion définitive? Mes soupçons ne devaient pas être justifiés, car M. Krakentorp a fini par m'assurer que son indisposition du moment était similaire à des ennuis du même genre, survenus alors que je n'étais pas encore son médecin, et que la cause était la même, excès de nourriture. Et cet excès coïncidait avec la présence d'invités, famille ou amis? Oui. Une courte pause et le docteur reprit la parole. Franchement, inspecteur, mes analyses ne m'avaient pas entièrement convaincu. J'ai même écrit à mon prédécesseur, retiré maintenant, le docteur Morris, qui a soigné M. Krakentorp avant mon arrivée dans ce pays, et je lui ai demandé des détails sur les indispositions de son ancien client. Et le docteur Quimper esquissa une grimace. J'ai reçu une verte semonce. Pour un peu, il m'aurait traité de fou. Le déranger pour de simples malaises. Admettons donc que je sois un sot. Cradock paraissait soucieux. Droit au but, docteur. Il y a des personnes à qui la mort de Luther Krakentorp assurerait un héritage considérable. Or, l'homme peut vivre jusqu'à 90 ans. Facilement. Il passe son temps à se soigner et son cœur est solide. Et ses enfants ont peut-être besoin d'argent. Je vous vois venir. Mais laissez Emma de côté. Les malaises du père n'ont lieu que pendant les séjours de ses fils, jamais quand il est seul avec sa fille unique. Précaution élémentaire si elle est coupable, se dit Cradock, mais il garda cette pensée pour lui seul. Surpris de son silence, Quimper l'observait. Naturellement, reprit enfin l'inspecteur, je ne suis pas compétent, mais supposant, je dis bien supposant, que l'arsenic soit entré en jeu, ne croyez-vous pas que Luther Krakentorp a eu une chance du diable de s'en tirer? Vous avez soulevé un lièvre, répondit Quimper. Et curieuse coïncidence. C'est ce lièvre même qui m'avait presque convaincu. D'accord sur ce point avec Maurice, que mes soupçons relevaient de la démence. Comprenez-moi bien, il ne pouvait s'agir, dans ce cas particulier, de petites doses d'arsenic administrées régulièrement. Procédé le moins compromettant, car Krakentorp n'a jamais souffert de gastrite chronique. A priori, cette constatation inciterait à penser que sa crise soudaine et violente était due à une forte dose de poison, mais les suites n'ont pas été fatales. Donc, ou la dose était relativement minime, ou la robustesse du vieillard est telle qu'une quantité susceptible de terrasser un homme de moyenne constitution ne l'a pas affecté exagérément. Cependant, le coupable, qui devait savoir à quoi s'en tenir, aurait dû administrer la dose nécessaire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La question étant demeurée sans réponse, le docteur ajouta. N'oubliez pas que cette question présuppose l'intervention d'un empoisonneur, alors que, probablement, il n'existe qu'à l'état de mythe. Admettons donc que je me suis laissé emporter par mon imagination. Un problème plutôt bizarre, conclut Cradock. Le tout semble n'avoir aucun sens. 2. Inspecteur! Cet appel subit fit sursauter Cradock, qui se disposait à sonner à la grande porte de Rutherford Hall. S'étant retourné,
il vit Alexander et son ami Stoddard West sortir de l'ombre. « Nous avons entendu votre voiture. »« Et nous voulons vous parler, » murmura le fils de Brian Eastley. « Eh bien, suivez-moi. » De nouveau, Cradock avançait la main vers la chaîne de la cloche, mais Alexander le retint par un pan de son pardessus. « Nous avons découvert une pièce à conviction, » dit-il, haletant. « Au diable, Lucie et ses bouts de papier, » pensa le policier. Mais il se contint. « Parfait, » répondit-il. « Rentrez avec moi et vous me raconterez votre histoire. »« Non, » répliqua Alexander. « Quelqu'un nous dérangerait sûrement. Allons plutôt dans la sellerie. Nous allons vous montrer le chemin. » À contre-cœur, Cradock se laissa conduire jusqu'à la cour des écuries. Puis Stoddard West ouvrit une lourde porte et tâtonna dans l'obscurité. Une ampoule de faible puissance s'alluma. Jadis un modèle de propreté, digne de l'époque victorienne, la sellerie n'était plus que le triste dépôt de rebuts de toutes sortes. « Nous venons souvent ici, » fit observer Alexander. « On se sent vraiment en sûreté. » Ses yeux étincelants derrière de grandes lunettes, Stoddard West s'agitait. « Il s'agit vraiment d'un document important, » s'écria-t-il, « et nous l'avons trouvé cet après-midi même. »« Formidable !» enchaîna Alexander, avec encore plus d'enthousiasme. « Rien n'a échappé à notre attention. Forêt, creux des arbres, boîte à ordures. » Mais, coupa Stoddard, c'est dans le réduit de la chaufferie où le vieux jardinier accumule tous les papiers laissés à l'abandon que je l'ai ramassé. « Dans le réduit de la chaufferie ?» s'écria Cradock. Sa surprise était compréhensible. Lucie avait fait allusion à un message destiné aux jeunes gens, mais selon elle, il avait été déposé dans la porcherie. Déjà, Alexander interpellait son camarade. « Attention, Stoddard, mettez vos gants !» Gonflé d'importance, le détective en herbe sortit d'une poche une vieille paire de gants, puis, d'une autre, un rouleau de papier noir, à l'intérieur duquel se trouvait une enveloppe froissée qu'il tendit à l'inspecteur. Celui-ci put lire une adresse. Mrs. Martin Krakenthorpe, 126 Elvers Crescent, Londres, numéro 10. Rien à l'intérieur de l'enveloppe. Cependant, Lucie avait bien parlé d'un message. Déjà, Alexander reprenait la parole. « Voilà qui prouve qu'elle est venue ici. Je parle de la femme française de l'oncle Edmond, au sujet de laquelle tout le monde se creuse la tête. Elle a dû perdre cette enveloppe dans le jardin. » « Il semble donc qu'elle soit la personne qui a été tuée dans le sarcophage, » précisa Stoddard West. « Ce n'est pas impossible, » répondit l'inspecteur, peut-être pour ne pas les décevoir. À vrai dire, cette enveloppe vide l'intriguait. « Et une vraie chance, pareille trouvaille, à la veille de notre départ, » reprit Stoddard. « Votre départ ?» demanda Cradock qui, en fait, ne l'ignorait pas. « Oui, » intervint Alexander, « je vais passer quelques jours chez les parents de Stoddard. Oh, une maison du tonnerre! Elle date de l'époque de la reine Anne. »« Certainement pas, » objecta son camarade. « Mais votre mère m'a dit que maman est française. Elle n'entend rien à l'architecture anglaise. » Pendant ce temps, Cradock examinait l'enveloppe. Admettant que Lucie eût vraiment écrit l'adresse, comment avait-elle pu imiter aussi parfaitement le cachet de la poste ? Et où se trouvait le texte rédigé par la jeune femme pour corser l'aventure des collégiens ? Naturellement, ceux-ci exultaient, mais Miss Ayless Barrow n'avait certainement pas prévu de telles complications. Si l'enveloppe n'était pas de sa main, qui... Interrompant brusquement la discussion d'ordre architectural qui se poursuivait entre Alexander et Stoddard, il dit simplement « Vous m'avez rendu un grand service. » Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, merci de liker, mettre un commentaire et partager. À bientôt.